Bonjour, voilà encore une causerie. Nous sommes le 4 juillet, le jour de l'indépendance américaine de 1776, et je vais vous parler justement de la question du commencement, la naissance de quelque chose. Alors, cette question du commencement, bon, vous savez que souvent les commencements sont assez obscurs. La conception d'un enfant est beaucoup moins évidente que celle de la naissance. En fait, d'ailleurs, c'est au-delà de la naissance et non pas de la conception, sauf cas particulier et rare. La question qui se pose à nous, c'est de savoir si où est le commencement? Où est le commencement? Est-ce que le commencement, c'est la levée du jour, ou est-ce que c'est la tombée de la nuit? La tombée de la nuit qui fait que tout recommence, que tout retombe dans les limbes, en quelque sorte, de l'obscurité, comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Le commencement, normalement, c'est ce qui est petit. Ça commence toujours petit. L'enfant est petit quand il naît. Il est même fragile. Voilà, tout est petit, et puis ça grandit. C'est comme le commencement d'un croissant de lune. Voilà, ça grandit, mais au début, c'est le commencement du mois. Il correspond normalement dans les calendriers lunaires lorsque on est au tout début de la lune. Qui d'ailleurs correspond d'ailleurs à la conjonction du soleil et de la lune. Donc le commencement, c'est la conjonction. Le commencement, c'est petit. Et donc, le printemps, c'est pas petit, il commence le printemps. Le printemps, c'est pas petit. Je crois que c'est Jean-Pierre Nicolas qui avait compris, effectivement, mais je ne suis pas certain, que le commencement, c'est plutôt le solstice d'hiver, c'est plutôt lorsque le jour est tout petit et qu'il va grandir. Et le moment où le jour se lève, c'est déjà... Il y a déjà eu toute une longue route de franchie, de parcourue. Et lorsque le printemps commence, il y a déjà aussi tout un processus hivernal qui a précédé. Donc voyez-vous, on est dans un domaine où l'astrologie n'est pas si sûre de ses repères. Et on s'y perd, justement, on s'y perd un petit peu. Quand par exemple André Barbeau, j'en ai parlé d'ailleurs dans la précédente causerie il y a quelques heures, quelques minutes même, nous dit que la guerre mondiale correspond au maximum de conjonction, parce que les conjonctions des planètes sont resserrées dans un lieu, dans un espace de l'écliptique aussi restreint que possible. Il y a une certaine forme de contradiction, parce que justement, les conjonctions, c'est pas grand, la conjonction, c'est petit. On est dans une petite échelle. De même que la conjonction Saturne-Neptune, là aussi, normalement, c'est le tout début des choses, c'est pas leur aboutissement. Donc, paradoxalement, ici, c'est ce qui est au début qui est particulièrement repérable. Alors, c'est pas repérable, en réalité, c'est pas si repérable que ça, puisque précisément, une nouvelle lune, ça ne se voit pas une nouvelle lune, tout au plus le tout début de ce qui vient après le début de la nouvelle lune, lorsqu'il y a un mince croissant, quasiment imperceptible. D'ailleurs, c'est ce qui expliquait que lorsqu'il y avait des calendriers hébraïques, par exemple, on envoyait un veilleur, pour voir comme ça se profiler le tout début du croissant, qui était c'était déjà plus tout à fait la nouvelle lune, puisqu'il y avait déjà un commencement de quelque chose. Et donc, on a beaucoup d'erreurs là, la conjonction, le printemps, le jour se lève, etc. Et voilà, donc, et en fin de compte, quelque part, ce serait plutôt l'opposition qui serait l'expression d'une maturité. Et on remarquera qu'en astrologie traditionnelle, l'opposition a les mêmes caractéristiques que la conjonction. Si vous avez
le signe du bélier, il est cardinal, il est masculin, et le signe de la balance qui est en face, il est également cardinal et masculin. Donc il n'y a pas de... Il y a un prolongement, mais il n'y a pas forcément de contradiction. Alors qu'il peut y avoir une contradiction entre deux signes en carré, parce que l'un est masculin et l'autre est féminin. C'est d'ailleurs la raison d'être même du carré. Et le trigone, comme l'opposition, associe deux signes masculins ou deux signes féminins. Donc tout ça n'est pas clair. Moi-même, je me suis embrouillé à un certain moment dans ces réflexions. La conjonction n'est pas un aboutissement. On pourrait le croire. On pourrait dire, par exemple, oui, bon, il y a un processus qui va être couronné, qui va être entériné au moment de la conjonction. Eh bien non. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. La conjonction, c'est bien un point de départ qui peut être calculé très précisément sur le plan astronomique, sur le plan mathématique, mais qui n'est pas forcément visible. Cela dit, dans le cas d'une conjonction de Saturne avec une étoile fiche royale, on peut voir venir cette conjonction et dire qu'en effet, au moment de la conjonction, ça va déclencher un nouveau cycle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour prendre le langage qui m'est habituel, le petit va succéder au grand. Alors ça, c'est une dynamique intéressante. C'est-à-dire que on n'est plus dans un cycle qui se développe, qui se déploie, on est dans un cycle qui laisse la place à un autre cycle. Où le centre n'est plus le vieillard, mais le nouveau-né. Justement, j'écoutais ce matin sur France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, un texte qui joue sur Lévinas, et il parlait justement de cet enfant, de la fragilité de l'enfant, qui est presque plus fort que nous, quelque part. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. La conjonction, c'est cette espèce, c'est quelque chose de très fragile, de très évanescent, et qui prend quelque part, à un moment donné, ça devient déterminant. Bon, c'est difficile de comprendre comment on passe, autant on comprend comment quelque chose qui est petit s'agrandit, autant on a du mal à comprendre comment ce qui est grand se rétrécit. Mais ça fait partie de la dynamique du cycle. À un moment donné, de même que quand les choses sont trop petites, trop cloisonnées, il faut faire éclater tout ça et arriver à quelque chose de plus grand. Donc il y a déjà une crise du passage du petit au grand. Eh bien, il y a une crise également du passage du grand au petit. Quand ça va trop loin, quand c'est trop grand, quand c'est trop disproportionné, eh ben, il y a un repli et on retrouve des choses beaucoup plus basiques. Parce que le grand, quand même, quelque part, ça nous élève, c'est un peu comme l'aigle, hein, ça nous élève, mais en même temps, on perd ses repères aussi. On est dans l'abstraction. Un empire, par exemple, c'est quelque chose de très abstrait. Ça rassemble, c'est comme l'Union européenne, ça rassemble des tas de choses, des choses très diverses, dans un État, dans une structure globale. Puis à un moment donné, c'est trop abstrait, et on en revient à des choses beaucoup plus... il y a une espèce de régression, et on revient à des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus concrètes, qui est la proximité, le voisinage, la langue commune, la religion commune, la race commune, etc., etc. Donc là, il y a une régression. Donc là, quelque part, on peut dire que le passage de la fin d'un cycle, l'arrivée à la conjonction, est régressive. Mais pas dans un sens négatif, puisque c'est une régression qui va déclencher un nouveau processus de croissance, etc., etc. Donc c'est ça que je voulais dire, je voulais mettre... Et puis, je reviens encore sur quelque chose que j'ai déjà dit, mais ça me paraît tellement essentiel que je ne peux pas me lasser d'en reparler. Et puis, de toute façon, en bonne pédagogie, il faut toujours répéter, se répéter. Et puis, on peut tomber sur une vidéo et pas sur une autre. Enfin, bon, il n'est pas mauvais de se répéter. En vidéo, c'est pas évident. On va faire des renvois. Bon. Et donc, oui, ce que je voulais dire aussi, et là aussi j'ai fait des erreurs, et tout le monde en a fait, c'est que, en fait, le taureau n'est pas du tout le signe du printemps. On vient de le dire tout à l'heure, le signe du printemps, c'est au contraire quelque chose, c'est quand les choses poussent,
quand les choses s'élèvent, le printemps c'est vraiment l'aigle, c'est l'oiseau, c'est l'hirondelle. L'hirondelle ne fait pas le printemps, ça veut dire que ce sont les hirondelles qui justement font le printemps, mais pas une hirondelle, mais les hirondelles. Donc le taureau c'est pas du tout le printemps. Le taureau c'est au contraire, on est un peu loin de cela, mais il faut revenir au temps biblique. C'est le taureau de sacrifice, c'est la corrida, c'est le taureau qui est mis à mort. Donc c'est au contraire, c'est l'automne. Quand quelqu'un qui connaît bien l'iconographie des almanachs sait que les almanachs, les richeurs, les heures, les livres d'heures, etc., on voit très bien que c'est en automne qu'on tue le cochon, qu'on le pend à une sorte d'échelle et qu'on le dépaisse. Et donc, voilà. Pourquoi? Parce que, c'est une hypothèse que je fais, c'est parce que quand la nature n'est plus aussi généreuse, quand le soleil ne brille plus autant, à la fin de l'été, eh bien, l'homme est obligé de se reporter vers la chair vivante, qui, elle, ne meurt pas. Ça peut d'ailleurs donner aussi lieu à l'anthropophagie. Hein. Mais on ne mange plus les fruits de la terre, on mange la chair de l'homme, la chair de l'animal, la chair des bêtes qui sont proches. Quelque part, manger un animal qui nous est proche, ça apparente à une forme d'anthropophagie, quelque part. D'ailleurs, on en a parlé récemment encore, du cas d'anthropophagie, des gens qui sont, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont laissés dans une île, près de Tomsk, je ne sais pas quoi, et qui, sans aucune nourriture, ils ont commencé par se dévorer, s'entre-dévorer. C'est la fameuse histoire du petit... Il était un petit navire, etc., qui est une histoire d'anthropophagie. Donc le taureau, ça se mange, mais ça se mange à la place des fruits. J'intéresse beaucoup à la dialectique du fruit et de la viande. Voilà, les vendanges sont faites, bon, on a mangé les fruits, c'est la cigale qui a profité des fruits qui sont là, il n'y a plus qu'à tendre la main, on est dans le verger. Vous savez que le mot paradis est un mot persan pour dire le verger. Tout d'un coup, le verger, il n'y a plus ça, c'est le temps des feuilles mortes. Et donc, ce qui vient remplacer les feuilles mortes, les fruits qui ne sont plus là, je ne parle pas des fruits secs, c'est la viande. C'est la viande fraîche, elle reste fraîche. Tant que l'animal n'a pas été tué, la viande reste fraîche. L'animal vivant, c'est une sorte de frigidaire, en fait, de réfrigérateur. Donc c'est le taureau. Donc dialectique, moi je mettrais l'aigle au taureau et le taureau au scorpion. Voilà. Donc il y a une inversion. Alors cette inversion, elle n'est pas là pour nous surprendre spécialement, parce que, comme j'ai écrit dans un article récemment, le système des maisons astrologiques est aussi inversé. Il est inversé parce qu'on met les premières maisons sous l'horizon, alors qu'elles devraient être sur l'horizon. Donc en fin de compte, les maisons de 1 à 6 devraient être au-dessus de l'horizon, et les maisons de 7 à 12 au-dessous de l'horizon. Et à mon avis, c'est cette problématique-là qui est en rapport avec le fait qu'on ait inversé taureau et aigle. Sans parler du fait que l'aigle lui-même est devenu un scorpion, alors là aussi c'est un autre problème, dont Volgin parle d'ailleurs dans l'ouvrage qui s'appelle Le symbolisme de l'aigle, je crois, qui est paru en 1960, aux cahiers astrologiques. Et c'est intéressant parce que si on rapproche ça des travaux d'Hercule, on s'aperçoit qu'effectivement, Hercule qui est l'archer par excellence, l'archer donc le Sagittaire, le Sagittarius, mais aussi l'homme scorpion, comme montrait Volgin, parce que l'homme scorpion c'est l'archer aussi. L'homme scorpion qui tape dans des cymbales et ça fait se lever les oiseaux du lac de Stymphale, et à ce moment-là, il va les abattre avec ses flèches. Donc quelque part, le Sagittaire, c'est celui qui va tuer l'aigle, quelque part. Et donc ça aussi c'est assez grave d'ailleurs, parce que tuer l'aigle, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du retour à l'origine. Hein. L'aigle c'est le printemps et le Sagittaire c'est l'automne. Donc quelque part, tuer l'aigle, c'est tuer la dynamique printanière, la dynamique vernale. Vous
tuer l'aigle, c'est aussi tuer l'animal, c'est tuer la dynamique, c'est castrer l'aigle, castrer donc l'oiseau, remettre l'oiseau dans sa cage. Voilà ce que je voulais